Ozzy Osbourne a bâti une légende sur la folie, la musique et des instants que personne ne pouvait oublier. Il était le prince des ténèbres, l'homme qui a arraché la tête d'une chauve-souris, transformé la douleur en force et fait du métal une religion. Mais à la fin, ce n'est pas le chaos dont on se souvient. C'est un dernier murmure intime à Sharon Osbourne, un vœu final qui lui a brisé le cœur et changé la façon dont le monde lui dirait adieu. La fin approchait. Au début de l'année 2025, ceux qui étaient proches d'Ozzy Osbourne savaient que quelque chose avait changé. Il vivait avec la maladie de Parkinson depuis plus de 20 ans, diagnostiqué pour la première fois en 2003, mais révélé au public seulement en 2020. Au fil des années, il avait combattu les tremblements, les opérations et les effets physiques d'une maladie qui ne lâche jamais prise. Mais au printemps 2025, un changement silencieux s'est produit. Ozzy ne se battait plus seulement pour vivre, il se préparait à faire ses adieux. Il avait 76 ans. Sa mobilité avait fortement diminué après une chute en 2019, et il était rarement vu en public sans assistance. Sa voix, bien que reconnaissable, sortait en courtes rafales. Pourtant, malgré cet état, ceux qui l'entouraient disaient que son esprit et son âme restaient intacts. Il était fatigué, mais lucide. La famille Osbourne, célèbre non seulement pour son empire musical, mais aussi pour son honnêteté brute et publique, avait commencé à se retirer de la scène médiatique. Sharon Osbourne, l'épouse d'Ozzy depuis plus de 40 ans, avait déjà laissé entendre dans des interviews passées qu'ils en avaient fini avec les tournées, les aéroports, les plannings. « Nous voulons juste vivre notre vie et faire ce que nous voulons », avait-elle déclaré à Billboard dans l'un de ses derniers grands entretiens avant la mort d'Ozzy. Mais cette paix venait avec le poids de savoir ce qui les attendait. La maladie de Parkinson est progressive. Il n'y a pas de bouton pause. Et à l'approche de l'été, l'état d'Ozzy atteignit un point où les tâches les plus simples devenaient des combats. Pourtant, il refusait d'être retenu comme un homme sur le déclin. Il voulait quelque chose de plus, quelque chose de définitif. Un soir de fin juin, assis près de la fenêtre de leur domaine à la campagne, Ozzy regarda Sharon et lui demanda quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé. Il ne s'agissait pas d'argent, ni d'héritage. Ce n'était même pas la musique, du moins pas au départ. Il s'agissait d'identité. « Je ne veux pas qu'il se souvienne de moi comme ça », lui dit-il doucement. « Pas dans un fauteuil, pas sous médicaments. Je veux un dernier rugissement, là où tout a commencé. » Ce n'était pas une métaphore. Ozzy ne parlait pas en énigme. Il était sérieux. Il voulait remonter sur scène, une dernière fois. À Birmingham, la ville qu'il avait vue grandir, l'endroit où Black Sabbath était né. Et juste comme ça, le dernier souhait d'un homme mourant devint une mission. La promesse que Sharon ne pouvait pas refuser. Quand Ozzy a fait sa demande, Sharon n'a pas répondu tout de suite. Elle l'a simplement regardé. Un moment de silence s'est installé, puis elle a hoché la tête. Pas parce qu'elle savait comment le réaliser, mais parce qu'elle savait qu'elle devait le faire. Pendant plus de 40 ans, Sharon Osbourne n'avait pas été seulement la femme d'Ozzy. Elle était son ancre, sa manageuse, la stratège derrière son retour en solo après Black Sabbath, la seule capable de le sortir du chaos et de le ramener sous les projecteurs quand il le fallait. Et maintenant, elle avait une dernière mission. Lui offrir la fin qu'il voulait, pas celle que sa maladie avait écrite pour lui. Mais il ne s'agissait pas simplement de réserver une salle. Ozzy ne pouvait plus marcher seul. Il souffrait chaque jour. Les médecins avaient prévenu que même voyager pouvait être dangereux. En privé, Sharon a reconnu que les discussions étaient brutales. Un médecin lui a dit franchement, il pourrait mourir sur scène. Un autre a averti. Il ne tiendra peut-être même pas jusqu'aux répétitions. Et pourtant, Sharon a continué. Elle a commencé à passer des appels en secret. Le premier était pour Tony Iommi, puis Geezer Butler, puis Bill Ward, les membres originaux de Black Sabbath, des hommes qui n'avaient pas joué ensemble un set complet depuis 2 décennies.
Elle ne leur a pas présenté cela comme une réunion. Elle leur a dit la vérité. C'était le dernier souhait d'Ozzy. Et s'il voulait lui dire au revoir, c'était le moment. À sa grande surprise, personne n'a hésité. Pendant ce temps, à huis clos, Sharon a affronté chaque cauchemar logistique imaginable. Elle a négocié avec des sociétés de production. Elle s'est disputée avec des équipes médicales. Elle a même consulté des conseillers juridiques pour s'assurer qu'aucune responsabilité ne pèserait sur les organisateurs si le pire survenait pendant le concert. Chaque appel, chaque formulaire, chaque accord était signé avec la conscience que ce n'était pas juste un concert, c'était un adieu. Et Sharon ne s'est pas arrêtée là. Elle a contacté les plus grands noms du rock, Metallica, Guns N' Roses, Judas Priest. Tous ceux à qui elle a parlé ont dit oui. Pas de négociation. Pas de délai. Juste un oui. Parce que quand Ozzy appelle, on répond présent. Pourtant, elle a gardé les détails secrets. Même leurs enfants ne connaissaient pas le plan complet. Kelly et Jack ont remarqué que leur mère était plus distante, plus concentrée. Mais ils n'ont rien demandé. Ils comprenaient que son silence annonçait quelque chose d'important. Sharon ne voulait aucune distraction, aucune fuite, aucune pitié. Elle a choisi Villa Park à Birmingham, le stade du club de football d'Aston Villa. Ce n'était pas juste symbolique, c'était personnel, c'était la ville natale d'Ozzy, les rues qu'il avait parcourues enfant, l'endroit qui avait façonné le garçon devenu prince des ténèbres. Et puis est venu le moment le plus difficile, l'annoncer à Ozzy. Quand elle lui a enfin présenté le plan, chaque détail répété, chaque artiste confirmé, elle s'attendait à ce qu'il rie, qu'il fasse une blague, mais il ne l'a pas fait. Il l'a simplement regardé, a esquissé un sourire et a dit « Tu l'as fait ». Ce n'était pas un merci. C'était plus profond. C'était de la confiance. Sharon l'avait soutenu à travers l'addiction, la maladie, la célébrité. Maintenant, elle le portait jusqu'à la fin. Et il n'y avait plus de retour en arrière. Retour aux origines, un dernier concert pas comme les autres. Le nom officiel était Back to the Beginning, mais pour ceux qui étaient les présents, c'était bien plus qu'un concert. C'était un retour à la maison. Un adieu. Un moment figé dans l'histoire. Le 5 juillet 2025, seulement 17 jours avant sa mort, Ozzy Osbourne est revenu dans la ville qu'il a vu naître, Birmingham, en Angleterre, pour sa dernière performance. Le lieu était Villa Park, le stade de l'Aston Villa, à seulement quelques kilomètres des rues couvertes de suie d'Aston, où John Michael Osbourne avait grandi comme un enfant timide et troublé que personne ne croyait capable de réussir. Mais ce soir-là, il n'était plus ce gamin timide. Il était le roi qui revenait dans son château. L'effervescence montait depuis des semaines. La ville de Birmingham avait déjà lancé ses célébrations du Summer of Sabbath, un hommage massif au groupe qui a contribué à faire naître le heavy metal. Des fresques d'Ozzy apparaissaient sur les bâtiments. Des rues étaient renommées. Un pont au centre-ville fut officiellement dédié aux 4 membres fondateurs de Black Sabbath. Les stations de radio ne diffusaient que du Sabbath et les titres solos d'Ozzy. On ne pouvait pas faire un pas sans entendre Iron Man ou Crazy Train sortir d'un pub ou d'une voiture. Pourtant, personne ne s'attendait à ce qui allait arriver. Plus de 40 000 fans ont rempli le stade. Ils venaient du Royaume-Uni, des États-Unis, d'Amérique du Sud, du Japon, certains même de zones en guerre, juste pour être là. Le live stream a atteint des millions d'autres. Les gens apportaient des vinyles, des poupées d'Ozzy, des banderoles avec des messages comme « Merci, prince des ténèbres » et « Un dernier rugissement ». Des familles entières portaient des t-shirts Osbourne assortis. Ce n'était pas une foule, c'était un pèlerinage. Et pourtant, jusqu'au dernier moment, personne, même pas la plupart des musiciens, ne savait si Ozzy apparaîtrait. Le groupe était prêt. La setlist était finalisée. Mais en coulisses, Sharon et l'équipe médicale le surveillaient attentivement. Il était épuisé. La douleur s'était intensifiée dans les jours précédant le spectacle. La veille du concert, il aurait dit à Sharon « Si je ne me réveille pas demain, ne sois pas triste. » On y était presque. Mais il s'est réveillé.
et il lui a dit « Allons-y ». Quand les lumières se sont éteintes à Villa Park et que les premières notes de Mama, I'm Coming Home, ont retenti, la foule a explosé. Puis il est apparu, non pas en marchant, mais assis sur un trône en acier noir spécialement conçu, lentement poussé jusqu'au centre de la scène. Le stade retenait son souffle. Son corps était clairement affaibli. Mais ses yeux, concentrés, intenses, présents. Et puis, il a chanté. Ce n'était pas parfait. Sa voix se brisait dans les aigus. Son souffle manquait vers la fin de Mr. Crowley, mais personne ne s'en souciait, car ce n'était pas une question de perfection vocale, c'était une question de présence, de sa présence. Il a joué 5 morceaux au total, alternant entre les classiques de Sabbath et ses titres en solo. Crazy Train a fait se lever tout le stade. Paranoid a transformé tout le terrain en un gigantesque chœur. Pour A Day in the Life, la chanson des Beatles qu'il avait dit vouloir pour ses funérailles, il s'est simplement assis et a laissé la foule la chanter pour lui. Et quand ce fut terminé, Ozzy n'a pas dit grand-chose. Juste 3 mots. Merci Birmingham. Les lumières se sont éteintes. Des feux d'artifice ont éclaté au-dessus du stade. Et Sharon, debout juste en coulisses, a tout regardé à travers ses larmes, sachant que c'était le moment qu'elle lui avait promis. Ce n'était plus une question d'héritage. C'était une question de clôture. La dernière performance d'Ozzy n'était pas qu'un concert. C'était une reprise de pouvoir. Après des décennies à être définies par l'addiction, la controverse et la maladie, c'était son dernier mot. Et il l'a prononcé non avec amertume, mais avec gratitude. 17 jours plus tard, il ne serait plus là. Mais ce soir-là, dans cette ville, avec ce rugissement derrière lui, il était tout ce qu'il avait toujours voulu être à nouveau. Un chanteur, un survivant, et l'homme qui a rendu le heavy metal immortel. L'enterrement secret et la promesse dans le jardin. Le concert à Villa Park fut la fin qu'Ozzy Osbourne avait choisie pour lui-même. Mais ce qui est venu après, ce qui s'est passé une fois les lumières éteintes et les applaudissements retombés, n'a été vu que par très peu de personnes. Ozzy est décédé paisiblement le 22 juillet 2025 chez lui, entouré de Sharon et de leurs enfants. Le communiqué officiel de la famille était bref et solennel. Il était avec sa famille et entouré d'amour. Mais derrière ces mots se cachait un moment que Sharon préparait depuis longtemps, même si son cœur n'y était jamais vraiment prêt. En public, les hommages ont afflué en quelques heures. La communauté du rock a répondu avec un amour écrasant. Paul Stanley, Rod Stewart, Tony Iommi, Elton John et même le Vatican ont publié des déclarations saluant l'influence d'Ozzy. Des veillées aux chandelles ont illuminé les villes. Des fresques sont apparues du jour au lendemain. Les hashtags ont explosé à l'échelle mondiale, mais Sharon n'était pas au centre de tout cela. Elle était ailleurs, silencieuse, retirée, concentrée sur une mission profondément personnelle. Pendant que les fans faisaient leur deuil en public, Sharon préparait quelque chose qu'Ozzy avait demandé bien avant la maladie de Parkinson, avant le diagnostic, avant le déclin. Cela venait d'un passage de son autobiographie de 2009, I Am Ozzy. Réfléchissant à la mort, il avait écrit « Ne me fais pas incinérer, quoi que tu fasses. Je veux être enterré dans un joli jardin, avec un arbre planté au-dessus de ma tête. Un pommier sauvage de préférence, pour que les gamins puissent faire du vin avec moi et se bourrer la gueule. » C'était cru, c'était drôle, mais c'était aussi sincère. Et Sharon ne l'avait jamais oublié. La presse avait spéculé pendant des jours sur le lieu d'enterrement d'Ozzy. On parlait d'un adieu de rockstar à l'abbaye de Westminster. D'autres supposaient qu'il serait incinéré, ses cendres dispersées de façon théâtrale. Mais rien de tout cela ne correspondait à ce qu'Ozzy voulait. En vérité, les dispositions finales avaient été prises discrètement. La tombe d'Ozzy serait chez lui, dans les jardins du domaine familial des Osbourne, de 350 acres, dans le Buckinghamshire. Ce n'était pas une décision spontanée,
Il l'avait demandé des années auparavant, et Sharon était déterminée à honorer cette volonté. Le 25 juillet 2025, 3 jours après sa mort, Ozzy Osbourne a été inhumé lors d'une cérémonie privée, intime, en famille, loin de la presse, loin des scènes et des caméras. Seule Sharon, leurs enfants, Amy, Jack, Kelly, Louis, Jessica et Elliot, et un petit cercle d'amis proches se sont réunis sous un ciel couvert. Pas de fanfare, pas de discours pompeux, juste les gens qui le connaissaient non pas comme une icône du rock, mais comme un mari, un père, un homme complexe qui avait vécu intensément et aimé profondément. Ils ont planté un arbre au-dessus de sa tombe comme il l'avait demandé. Un pommier sauvage comme il l'avait plaisanté. Sharon avait choisi l'endroit elle-même, un coin de terre tranquille près d'un petit étang où ils avaient l'habitude de s'asseoir ensemble. Ce n'était pas destiné à être spectaculaire, c'était destiné à être paisible. Pendant l'enterrement, Sharon aurait tenu la main de Kelly, son corps visiblement tremblant. Des amis ont ensuite déclaré qu'elle était émotionnellement épuisée depuis des semaines, dormant à peine depuis le concert. Certains craignaient qu'elle ne soit trop fragile même pour une petite cérémonie, mais Sharon avait insisté pour le faire ainsi. Il ne voulait pas de cirque, il voulait être à la maison. L'inscription sur la pierre tombale est restée privée, mais des proches ont confirmé qu'elle incluait la phrase qu'Ozzy avait jadis plaisanté. Il a arraché la tête d'une chauve-souris. Un résumé étrange, mais approprié d'une vie vécue sans filtre, sans excuse. Il ne voulait pas que ses funérailles soient une représentation. Il voulait qu'elles soient vraies. Et Sharon s'en est assurée. En fin de compte, Ozzy Osbourne, icône mondiale, pionnier du métal et autoproclamé prince des ténèbres, a été enterré non pas avec des feux d'artifice ou des applaudissements, mais sous un arbre, dans un jardin, chez lui. Exactement comme il l'avait toujours voulu. Le silence de Sharon et les lendemains d'une légende. Dans les jours qui ont suivi l'enterrement, Sharon Osbourne a disparu de la scène publique. Pas de conférence de presse, pas d'interview, juste le silence. Ce n'était pas le genre de silence qui suit les annonces de décès de célébrités. C'était différent. Sharon, une femme connue pour sa résilience, sa langue acérée et sa capacité à gérer l'ingérable, avait enfin atteint le moment qu'elle redoutait depuis des années. Ozzy était parti. Et il n'y avait plus rien à organiser, plus de surprises à planifier, plus de promesses à tenir. En coulisses, des amis se sont inquiétés. Sharon avait subi une pression énorme, non seulement émotionnelle, mais aussi physique. Ceux qui l'entouraient craignaient que les exigences des derniers mois ne l'aient épuisée. Elle avait à peine dormi durant les semaines précédant le dernier concert d'Ozzy. Et ensuite, alors que le monde observait défiler les gros titres, elle restait concentrée uniquement sur le fait de lui offrir la fin discrète et privée qu'il avait demandée. Maintenant que c'était terminé, plus rien ne pouvait l'éloigner de la réalité. Son retour est survenu 3 jours après sa mort, dans un segment télévisé bref, mais émouvant. Assise, seule sous une lumière tamisée, elle tenait l'alliance d'Ozzy dans la main. Sa voix était brute. « Il ne voulait pas seulement vivre éternellement, » dit-elle doucement. « Il voulait compter éternellement, et il le fait. » Elle ne s'est pas effondrée, elle n'a rien exagéré. Mais quand elle a dit « Il a tout donné, même quand il n'avait plus rien à donner », cela a suffi à faire ressentir à des millions de spectateurs tout le poids de ce qui venait de se passer. Partout dans le monde, les fans continuaient de se rassembler lors de veillées spontanées. À Londres, São Paulo, Tokyo, Los Angeles et Melbourne, des foules chantaient « Mama, I'm coming home » et « Crazy Train » jusque tard dans la nuit. À la Symphony Hall de Birmingham, la silhouette d'Ozzy était projetée sur la façade du bâtiment. À Times Square, un immense panneau numérique affichait les mots « Merci Ozzy » au-dessus de vidéos de sa dernière performance. De retour au domaine familial, Sharon n'était pas seule. Kelly, Jack et Amy restaient près d'elle.
Même Jessica et Louis, les enfants d'Ozzy, issus de son premier mariage, sont venus et sont restés plusieurs jours. Le jardin où Ozzy avait été enterré était devenu un lieu de recueillement silencieux, exactement comme il le souhaitait. Une histoire a commencé à circuler discrètement parmi les amis de la famille. Juste avant le dernier concert d'Ozzy, lorsque Sharon lui avait montré le plan complet, la setlist, les artistes, la scène, il l'avait regardé et lui avait dit « Tu m'as rappelé qui je suis ». C'était le genre de phrase que l'on entend dans un film. Mais ceux qui connaissaient Ozzy y croyaient. Parce qu'au final, Sharon avait fait exactement cela. Elle n'a pas laissé la maladie le définir. Elle n'a pas laissé les gros titres dicter son héritage. Elle lui a rendu sa voix une dernière fois. Et maintenant, dans son silence, elle s'accordait aussi quelque chose. Un moment pour faire son deuil. Un moment pour respirer. Et peut-être, enfin, un moment pour se reposer. Le dernier écho d'Ozzy Osbourne. La mort d'Ozzy Osbourne n'a pas seulement marqué la fin d'une vie, elle a scellé la clôture d'une époque. Et pourtant, d'une manière aussi inattendue que bouleversante, cela a semblé complet. Il n'est pas parti soudainement. Il n'a pas disparu dans un scandale ou un silence honteux. Il a eu le temps de se préparer, le temps de réfléchir, le temps de dire adieu, et surtout, le temps de choisir comment le monde se souviendrait de lui. Dès le début, Ozzy n'était pas fait pour suivre les chemins des autres. Né John Michael Osbourne le 3 décembre 1948 à Aston, un quartier industriel de Birmingham, il venait de nulle part. Son enfance fut marquée par la pauvreté, l'échec scolaire et des démêlés avec la justice. La musique n'était pas un rêve, c'était une bouée de sauvetage. Il découvre les Beatles en 1964 en entendant She Loves You à la radio. Ce moment, dira-t-il plus tard, a tout changé. En 1968, il cofonde Black Sabbath, un groupe d'abord moqué par la critique mais adoré par les fans. Ils n'étaient pas raffinés, ni sûrs, ils étaient lourds, sombres, bruts. Des titres comme Paranoid, War Pigs ou Iron Man ont donné une voix à toute une génération oubliée par l'optimisme policé des années 60. Et la voix d'Ozzy, ce hurlement hanté et instinctif, est devenu l'emblème d'un nouveau genre, le heavy metal. Quand il est évincé de Black Sabbath en 1979, beaucoup pensent que c'est fini. Mais avec le soutien de Sharon, il lance une carrière solo qui surpassera même ses débuts. Blizzard of Oz, Diary of a Madman, No More Tears, ces albums ne sont pas seulement des disques, ce sont des renaissances. Et malgré les rechutes, les cures de désintoxication, les arrestations et les scandales, il tient bon, fort, brisé, mais debout. Dans les années 2000, l'émission The Osbourne fait de lui une icône culturelle une fois de plus. Le public découvre un autre Ozzy. Pas seulement le rocker, mais le père, le mari, le personnage confus mais hilarant, affrontant la vie de famille avec un franc-parler sans égal. Pour beaucoup, c'est la première fois qu'on voyait de la vulnérabilité chez un homme si associé aux ténèbres et à l'agression. Même sa maladie, révélée publiquement en 2020, ne l'a pas réduit au silence. Il sort Patient Number 9 en 2022. Il fait quelques apparitions, notamment une performance surprise aux Jeux du Commonwealth. Mais la douleur devient de plus en plus forte. En privé, il commence à parler davantage de la fin. Et quand cette fin arrive, ce n'est pas avec un gros titre. C'est avec un micro en main, une ville à ses pieds, et Sharon derrière le rideau. Il n'a pas demandé d'hommage. Il était l'hommage. Le 5 juillet 2025, à Villa Park, devant 40 000 fans, Ozzy Osbourne chante pour la dernière fois. Son corps faiblit, mais sa voix porte toujours le poids des décennies. Quand Crazy Train explose dans les enceintes, peu importe l'apparence. Ce qui compte, c'est qu'il est là, qu'il chante encore, qu'il se bat encore, qu'il est encore Ozzy. 17 jours plus tard, il s'éteint. Et dans le silence qui suit, son héritage devient plus fort que jamais. Des concerts hommages sont annoncés dans le monde entier.
Metallica rebaptise sa tournée The Crazy Train Legacy Tour. Bruce Dickinson d'Iron Maiden confirme un album hommage. Même les vidéos générées par IA, autrefois sujettes à controverse, deviennent un moyen de prolonger sa voix, partagée par les anciens fans et découverte par de nouveaux. Mais au fond, rien n'égale cette nuit sous les projecteurs de Birmingham. Le moment où il regarde la foule, respire et offre au monde une dernière performance. Ce n'était pas du spectacle, c'était un homme en paix. Ozzy Osbourne n'a pas quitté la scène dans le silence. Il ne s'est pas effacé de nos mémoires. Il a écrit la fin lui-même, comme toujours. Ozzy Osbourne a eu les adieux qu'il méritait. Un dernier rugissement avant le silence. Grâce à Sharon, son dernier souhait a été exaucé avec amour, loyauté et un héritage impérissable. Et vous? Quel est votre moment préféré avec Ozzy? Sur scène ou en dehors? Partagez-le en commentaire. Et si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour d'autres hommages puissants.